Nicolas Doménac, Éric Zemmour, deuxième partie de sa dispute. L'UMP avait lancé l'attaque en début de semaine. La Cour des comptes lui a donné raison jeudi. Si l'on continue à ce rythme, le déficit va bel et bien déraper. C'est vrai, reconnaissent Jean-Marc Ayrault et le ministre du Budget Bernard Cazeneuve. Il faut faire 28 milliards d'économies d'ici 2015, dit l'institution. Comment? Écoutez une piste avec Didier Migaud. Il y a des hypothèses qui vont de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 6 à non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Il y a 4 hypothèses qui permettent d'éclairer le gouvernement et le Parlement sur ces sujets. Il y a trop de fonctionnaires, il faut qu'ils travaillent plus. Il va jamais faire ça, François Hollande. Non mais c'est intéressant. Moi je trouve que là, plus on avance, plus c'est intéressant. Parce que vous comprenez, plus on avance et plus il est dos au mur. Il recule, parce qu'en fait... il ne peut pas... Et la Cour des comptes dit ce qu'il ne peut pas dire, finalement, lui arrange un peu la tâche. Il y a un peu de ça, mais il y a surtout que depuis le début, il le sait, on en a parlé 100 fois, il est bloqué sur le plan il ne peut pas dévaluer l'euro, il ne peut pas, on en a parlé, donc il n'a pas les moyens de réduire l'endettement de façon indolore, voilà, comme on faisait avant. Donc il est dans le dur. Alors pour l'instant, il a augmenté les impôts, c'est le plus facile. Ensuite, les dépenses, les rares dépenses qu'il a réduites, c'est le régalien, l'armée, la gendarmerie, les sous-préfectures, enfin bon. Et maintenant, il est en face des vrais choix, qui seront d'ailleurs peut-être catastrophiques, parce que normalement, les économistes vous apprennent qu'il ne faut pas réduire les dépenses publiques en période de récession, c'est toujours le syndrome du plan Laval de 31, qui a été une catastrophe. Donc là, on est condamné à faire ça, donc on sait qu'on va à la catastrophe, et on sait, deuxième catastrophe, c'est là que ça devient amusant, si j'ose dire, c'est qu'il va être obligé de sabrer dans le social et les collectivités locales. C'est-à-dire, il se fait harakiri lui-même. Hollande, il incarne les collectivités locales, président du Conseil général, qui ont explosé leurs dépenses de façon démesurée depuis 20 ans. Merci la décentralisation et merci Defferre et Raffarin. Tu vois, je suis honnête. Je te laisse finir. Voilà. Je n'irai pas jusque-là. Non, je ne vais pas souscrire à ça. Non, mais en tout cas, je mets dans le même sac. Non, oui, d'accord. Voilà, la gauche et la droite. Peut-être. Voilà. Et aussi le social, les allocations chômage, etc., etc. On l'attend. Mais je ne dis même pas, comprenez-moi bien, je ne dis même pas que ce soit bien. Je dis qu'il faut qu'il fasse des choix. Tout ça, c'est de la faute de l'euro. Ah non, j'ai pas dit que c'est de la faute de l'euro. C'est l'euro ou ça. C'est-à-dire, soit il veut sauver l'euro et il doit sacrifier ça, soit il sacrifie l'euro et il ne peut épargner, il peut mieux. Allez, Nicolas. Ça. Eric, excuse-moi, sur ce point-là, je vais en développer d'autres, mais sur ce point-là, je voudrais bien savoir alors pourquoi les Anglais font exactement la même chose alors que tu nous as dit les Anglais ils n'ont pas l'euro, vous voyez, oui. Hop, ils viennent de filer un tour de vis pour des raisons idéologiques. Et c'est pour dire, et voilà, c'est là où je voulais en venir. Mais oui. Mais Krugman te le dit. Krugman te le dit. C'est l'histoire de l'idéologie. Paul Krugman, le prix Nobel, te dit, il a discuté avec Cameron, il lui a expliqué ce que je viens de dire, puisque j'ai beaucoup lu Krugman et que c'est très intéressant, qui est un keynésien de stricte obédience. Il lui a expliqué qu'on ne coupait pas les dépenses publiques en période de croissance et qu'il pouvait, lui, contrairement à l'euro, arroser avec la Banque centrale anglaise et racheter les dettes voilà. Et Cameron lui aurait répondu oui, mais il faut réduire le domaine de l'État. Là, on est dans l'idéologie, mais pas pour Hollande, mon cher. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'euro qui conduit mécaniquement à ça. C'est d'abord une idéologie. C'est les deux. Des choix qui sont faits. Alors, je voudrais quand même dire un truc, moi, c'est que ce qui est terrible, c'est que au fond, ce gouvernement est pour partie tenu par des branquignoles, moi je trouve, qui nous angoissent. Ils sont anxiogènes. On avait le sentiment qu'enfin ils tenaient quelque chose avec les emplois aidés. Bon, Eric et quelques autres étaient pas d'accord, mais au moins sur le chômage, voilà, on allait tenir, ça allait s'améliorer au point qu'ils soupçonnaient qu'on n'y arrive pas. Et pof, à chaque fois, survient quelque chose qui était pourtant annoncé, on avait dit que ça se passerait mal. Elle dit non, on vous rassure, on est là pour vous dire que ça se passera pas comme ça, pas de déficit supplémentaire, on tient le truc. Ils tiennent que dalle. C'est ça qui participe de la crise. C'est marrant que tu ne veuilles pas comprendre quelque chose de simple en économie. On a attention. Mais oui, je retourne en classe. Oui, retourne en classe. Oui, mais vous n'êtes pas mon professeur. Ouais.
On a un problème de compétitivité. Mais nos entreprises ont un problème de compétitivité. Si. C'est l'idéologie mais bien sûr que si, mais pas du tout. Sors de ce corps. Mais pas du tout, puisqu'on exporte moins et qu'on importe plus. C'est qu'on a un problème de compétitivité. Arrête. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit on le règle comme on faisait avant par la dévaluation. C'est-à-dire qu'on rend nos produits moins chers et nos importations plus chères. Ça, c'est interdit l'euro. C'est ça que je dis. Soit on tranche par le chômage et la baisse des salaires. C'est bon, mais bien sûr, mais c'est évident, mais Non, mais un enfant de 10 ans comprendrait ça. Je crois pas à la pensée unique qui vous dit il y a qu'une solution. Voyons. Il n'y a pas de choix. Voyons. Moi je te le dis, il y a le choix. Mais il y a le choix justement. Il y a deux solutions, mais il y en a une qui est interdite. Il y en a peut-être une troisième. Il y en a peut-être une troisième. Le monde n'est pas comme ça bipolaire. Voyons. Si. Allez, oui. Pardon? J'allais passer à autre chose. Vous alliez décoller. Hein. Ouais. Non, mais je trouve quand même que c'est important cette histoire de pouvoir qui, au fond, renvoie chacun à sa niche et à sa protection et à à se comporter comme un hérisson, se protégeant de tout ce qui va lui tomber sur la gueule. Je veux dire, c'est insupportable ce mode de gouvernance. C'est-à-dire qu'au fond, on se replie sur ses avantages acquis parce qu'on sait qu'au fond, chaque réforme qui va être annoncée, c'est quelque chose qu'on va vous enlever. Il n'y a plus d'esprit collectif. Moi, je crois que l'économie, elle est là. Je veux dire, le problème, c'est qu'on n'entraîne pas la collectivité. Il n'y a aucun projet collectif. Avant de dire, il faut se taire. Bon, donc, oui, ça y est. Hop. C'était il y a presque une semaine. L'UMP remportait une courte victoire sur le Front National aux législatives partielles de Villeneuve-sur-Lot. Le FN a perdu, mais avec le sourire dans l'ancienne circonscription de Jérôme Cahuzac. Écoutez ce qu'en disait le patron des députés socialistes sur iTélé, Bruno Leroux. Nous n'avons pas pris assez la mesure du danger sur Villeneuve-sur-Lot. Et donc à chaque fois qu'il y a danger de disparition de la gauche, il faut réaliser l'union la plus large. Alors, le PS avait promis d'en tirer les leçons de cette claque. On attend encore. On attend, on risque d'attendre longtemps. Hein. Oui, ils ont tourné la page, alors que je trouve que cette élection, après d'autres, après l'Oise, etc., elle était pleine d'enseignements, parmi lesquels un double rejet, un rejet du PS et rejet, pour moi aussi, de l'UMP. Parce que là-dessus, je trouve qu'un des chiffres... là, c'est parfait. Un des chiffres les plus intéressants était d'ailleurs les 15% de vote blanc et nul. Vous vous rendez compte que des gens se sont levés pour aller voter blanc ou nul à une partielle. Le Front républicain, il est mort ? Je crois que le Front républicain n'avait pas de sens en l'occurrence. Ce qui est important, c'est l'esprit civique. Voilà. Moi, je pense qu'il s'est manifesté encore. Sinon, le Front national aurait gagné. Mais c'est vrai que le cordon sanitaire tel qu'il avait été dressé autrefois, il s'effiloche. Il en reste une trame forte. Il en reste une trame forte quand même. Moi, je pense que la preuve, c'est que le Front National n'arrive pas à passer de parti de protestation à parti de gouvernement. À 47%, c'est pas mal. Il progresse, je mets ça là-dessus. Et dans une terre de gauche. Et dans une terre de gauche, mais qui avait quand même un vote frontiste assez conséquent. On a plus d'influence que l'UMP, dit Marine Le Pen aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ? Non. L'UMP n'en a pas beaucoup. Voilà, donc, non, voilà, le problème n'est pas là. Le problème, d'après moi, Bruno Leroux dit on n'a pas pris la mesure. Je comprends ce qu'il veut dire. Il s'était dit terre de gauche, traditionnelle. Il raisonne avec des modes électoraux traditionnels, des schémas classiques sur les 30-40 dernières années. Ils n'ont pas compris que, en fait, la géographie avait radicalement changé, et donc la sociologie, et donc la politique. La géographie, c'est le développement du périurbain, avec tous ces gens de la petite classe moyenne, de droite comme de gauche, du privé comme de la fonction publique, qui fuient et le centre-ville, les grandes villes, je parle parce qu'ils n'ont pas les moyens, et la banlieue, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont plus en France, que c'est réglé par le halal et compagnie, ce qu'explique très bien Gilles Kepel dans son livre 93. Donc ces gens-là, ils fuient. Donc la gauche et la droite, elle est tourneboulée par ce premier changement géographique. Et donc, comprenez bien, ces gens-là, comme ils ont l'expérience, ils sont chassés de grandes villes par la globalisation, par la conséquence de la mondialisation, qui est les grandes métropoles, qui deviennent que pour les riches. Et 2, ils sont chassés par l'immigration de la banlieue. Donc, ils ont un rapport, évidemment, à l'immigration et à la mondialisation qui n'a plus rien à voir, même s'ils sont des électeurs de gauche, petits fonctionnaires, etc., que jadis. Deuxièmement, il y a la révolution de Marine Le Pen, que Nicolas ne veut pas voir, qui en a fait depuis 1 an ou 2 un parti de gauche.
C'est-à-dire que Marine Le Pen, mais oui, ça, je sais que ça te déplaît, mais Marine Le Pen a repris toute l'idéologie de Jean-Pierre Chevènement. National-social, c'est pas de Oui, gauche. c'est Jean-Pierre Chevènement. Non, enfin, c'est le général de Gaulle aussi. Xénophobe, Chevènement l'était pas. Enfin bon, vas-y. Ah, mais attends, mais attends. Vite, Eric. Très vite. Ouais. Donc, social, étatiste, protectionniste, c'est Jean-Pierre Chevènement, c'est aujourd'hui le logiciel de Marine Le Pen. Jean-Pierre Chevènement, et c'est là que j'attendais Nicolas, il a tout à fait raison, il ne parlait pas d'immigration, pour ne pas être accusé de xénophobie par Nicolas Domenech. Le résultat, c'est qu'il a fait 5%. Parce que cet électorat veut qu'on parle d'immigration, veut qu'on dise qu'il y a trop d'immigrés, et veut qu'il y ait une vraie politique pour arrêter l'immigration. Nicolas. Et le lien entre les deux, ça fait la réussite du Front National aujourd'hui. Mais Nicolas Domenech ne veut pas l'entendre, et la classe politique ne veut pas l'entendre. Non, mais alors il y a plusieurs choses. D'abord, la terre, ces terres de Villeneuve-sur-Lot sont des terres d'immigration. Hein. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est des terres de passage. Il y a une. Mais tu crois que c'est tradition. l'Amérique? Mais c'est des paysans depuis 1000 ans. C'est pas dit que c'était l'Amérique. Enfin, non, mais je veux dire, c'est pas. Tu as une vision de l'histoire de France. Mais c'est pas d'autres terres. C'est pas la Bretagne. Enfin, je veux dire, c'est pas les mêmes. La même géographie non plus. Ensuite, le Parti socialiste était censé avoir analysé ce qu'expliquait en partie Eric, hein, à savoir ces mutations socio-politiques. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre eux, ils l'ont utilisé. Et donc, une des questions, c'est pourquoi ils n'en tirent aucune leçon. Mais d'après toi, c'est-à-dire, mais parce que tu vas les traiter de xénophobes. Voilà pourquoi ils n'en tirent aucune leçon. Excuse-moi, quand ils laissent les services publics dépérir, et ça, c'est Bruxelles, dans ces régions-là, ça n'a rien à voir avec l'étranger, etc. Non, tu as raison. C'est une façon de faire vivre ou pas la société en commun et d'attention. Mais il faut les moyens pour garder les sous-préfectures. Il faut les moyens. Et donc il ne faut pas être endetté, Nicolas Domenech. Et donc il ne faut pas dilapider son argent dans le social. Il faudrait partir autrement, dilapider dans le social. On reprend la discussion d'avant. C'est pas. Ça, c'est pour la gauche, donc c'est le premier mystère. Le second, pour la droite, ce qui m'a beaucoup frappé, puisque moi j'ai eu des confidences indirectes du candidat de l'UMP, c'est qu'il a dit « Je n'avais aucun argument contre le candidat du Front National, entre les deux tours. J'étais complètement désemparé. » Ça, c'est très intéressant, parce que ça confirme ce que je dis à Eric et aux autres depuis un bout de temps. C'est que la prétendue décomplexion décomplexion, c'est un néologisme intéressant. Dont Sarkozy puis Copé, au fond, c'est le castrat de la décomplexion, quoi. Il passe son temps à nous chanter. Il faut se libérer sur l'immigration, il faut se libérer sur l'insécurité. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen, elle est sur le social. Je veux dire, on est complètement chez les fous là. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, il persiste dans une impasse dans laquelle il s'est déjà enfermé, heurté, et il continue. Alors, donc, ils ont qu'à continuer comme ça, d'ailleurs. Ils sont en affrontement de ligne là-dessus, et qui les mène à la catastrophe. Je ne suis pas d'accord. J'ai déjà expliqué. Alors, on va passer à autre chose. Voilà. Il nous reste ils essayent désespérément de rattraper leurs électeurs. Le Tour de France commence aujourd'hui. Oui. Avec cette question autour de l'événement. Pardon, Laurent Jalabert s'est-il dopé à l'EPO en 98 Il dit ni oui ni non, en gros. Lance Armstrong, lui, explique que l'on ne peut pas gagner le Tour de France sans se doper. Est-ce que le Tour serait toujours aussi intéressant s'il était propre ? Moi, j'ai un grand malaise avec ça parce que je vais vous dire, j'étais un enfant, c'est-à-dire j'adorais les géants du Tour, les Forçats. Ils avaient une allure extraordinaire. J'allais les voir passer, ils passaient tellement vite avec un bruit. Il faut avoir vécu ça. Et puis ça me faisait rêver. Le Tour s'arrêtait devant le général de Gaulle qui était venu voir lui en sortant de chez lui. C'était un événement. C'était l'événement de mon été, quoi. Et je me suis fermé les yeux pendant des mois, des années. Je voulais pas croire qu'ils étaient dopés. C'était pas possible pour moi. C'était mes héros d'enfance. Donc, maintenant qu'on me dise qu'ils sont tous dopés, je peux même pas, j'ai encore du mal à vouloir l'accepter. Parce qu'il y a, si vous dites que vous avez rêvé en les sachant maintenant dopés. Non, mais attends. Parce qu'il y a deux choses. D'après ce que j'ai compris, ce qu'on m'a expliqué, il y a dopage et dopage. Oui. Il y a le dopage de Jacques Anquetil. C'est ça. Et il y a le dopage de Armstrong. Le truc industriel, quoi. Voilà. Non, mais on est passé du stade amateur au stade. Voilà. Avant, c'était comme photocopie, quoi. Comme Anquetil, il prenait des produits pour améliorer. Dopant, quoi. Non, Maya, non. Un petit bol de magie. Avec quoi, les produits d'antan. Une potion magique. Les meilleurs restaient les meilleurs. Le mauvais ne pouvait pas devenir le bon. Attention. Avec le PO, les trucs chimiques, industriels, etc., il n'y a plus de hiérarchie.
C'est-à-dire que le canasson devient le cheval de course. C'est ça la question. Et c'est ça la vraie question que posent les spécialistes. Moi, en l'occurrence, je suis comme Nicolas. J'admirais Anquetil, j'admirais Ocaña, etc. J'étais là devant ma télé, complètement fasciné, gamin. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est des héros pour moi aussi. Mais c'est ce qui pique. Et Armstrong est un grand. Armstrong et Indurain, dont on parle jamais. Tu as remarqué. Ouais. Extraordinaire, dopé lui aussi industriel. Là, on est passé dans le grand, et je pense que là, ça ne veut plus rien dire. C'est ça qui est inquiétant pour. On s'arrêtera là-dessus. Vous allez regarder quand même le Tour? Oui, quand même. Moi, je regarde plus que les étapes de montagne. Ok. Aussi, Romain. Oui. Bon week-end sur iTélé. Ciao.